Bonjour à tous. La matinale politique se poursuit sur ETélé. Vous faites bien de nous réserver votre fidélité. Toujours une fidélité renouvelée, jamais à condition. Et nous allons à présent installer notre consultant politique. Il est consultant et formateur en communication, médias et communication politique, expert électoral. Agapit Napoléon Mafolika, bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors on fait comme toujours avec vous, on va décrypter la semaine politique telle qu'elle a été chargée. Donc merci une fois encore, vous comme les téléspectateurs, d'être, on va dire, engagés avec énergie chaque semaine, tous les dimanches. C'est un plaisir chaque fois renouvelé également de devoir livrer notre lecture de l'actualité politique notamment et surtout de permettre à nos téléspectateurs de comprendre un certain nombre de méandres de certains faits et gestes des acteurs politiques. On n'a pas la prétention de dire toujours la vérité, mais nous essayons de rester un peu plus près de la lecture la plus normale possible d'une situation. Après tout, finalement, les téléspectateurs constateront que nous ne disons qu'un point. Et qu'il y a d'autres sons de cloche naturellement qui peuvent arriver. Nous les accueillerons avec volontiers, avec beaucoup de disponibilité et d'humilité. Voilà, nous allons démarrer cette émission de ce matin par, on va dire, hier, 7 mai, c'est l'enterrement de Albert Thévo Idjiré. Un instant où on a vu le Bénin capable de voir ses fils, on va dire, unis autour de quelque chose au moins. Oui, quelque chose au moins, c'est le professeur Thévo Idjiré. Il n'est pas quelque chose, c'est une icône, il est immense. Je pense que on a déjà eu l'occasion de dire tout ça. Donc, c'est normal qu'on accepte le professeur Thévo Idjiré qui est cette foule. C'est Joseph Yonofon. Et Robert Dossou, j'ai écouté ceux qui sont intervenus après la messe, je pense qu'ils ont dit les choses. C'est à la taille du professeur Thévo Idjiré. C'est un homme immense, on ne cessera jamais de le dire. C'est un homme qui a toujours rassemblé et concentré les attentions autour de lui, positivement comme négativement. Et hier, il y avait justement tout ce monde-là, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont détesté, ceux qui continuent de le détester, ceux à qui il manquera, ceux qui ont poussé un ouf de soulagement. On dit qu'il transcende les sentiments. C'est un homme qui ne laisse personne indifférent. Et comme lui-même aime à le dire, on parle de nous, en bien ou en mal, c'est que nous vivons. Donc, nous existons. Donc, pour lui, il n'y a que les indifférents qui passent inaperçus. Quand vous agissez, vous avez toujours l'opinion qui parle de vous, en bien ou en mal. Donc, Albert Thévo Idjiré n'attendait pas toujours que ce soit des opinions positives sur ce qu'il fait. Lui, il fonce, il avance. Et que ce soit l'opposant à Nicéphore Dieudonné Soglo, on a vu un Soglo ému, absolument concentré hier à la messe, que ce soit le partisan de Mathieu Kérékou, on a vu ses anciens collègues du gouvernement, ses anciens collaborateurs, qui a été ministre du plan, on les a vus à l'église, que ce soit l'homme des Nations Unies, on a vu beaucoup de ses amis également des Nations Unies étaient là hier, que ce soit ses amis politiques de NCC ensemble, ils étaient bien nombreux. Bref, et puis il y a ses admirateurs, vous avez le professeur Joël Ivo, et comme moi, je pense que nous fils de cette génération de jeunes qui avons découvert le professeur Thévo Idjiré, qui l'admirions, qui l'apprécions, qui ont peut-être eu un tout petit parcours avec lui, peut-être pas aussi dense, mais quand même, il y a de l'attention, la chance de ses attentions également, donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, tout ce monde était réuni, il y a tout le Bénin, on peut le dire, et le chef de l'État, voilà, les institutions étaient là, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les ministres, les députés. On peut, tout l'État, le Bénin, partout. Donc, autour de l'ultime adieu à l'immense Albert Thévo Idjiré. Je pense que le Bénin méritait bien cette attention, cette attente. Et ce qui frise d'ailleurs avec la semaine, on a passé une semaine où tout à fait. On s'est demandé si les Béninois étaient capables de se transcender. Et on a eu des images de piètre qualité, je veux dire des comportements pas suffisamment républicains, en tout cas qui laissent à désirer, qui se font, qu'on se pose beaucoup de questions sur la grandeur humaine et l'immensité politique de certains fils du pays. Mais bon, écoutez, gardons l'image de ce samedi 23 novembre
et l'enterrement du professeur Tévogé comme un des rares moments de grand rassemblement qui montre qu'on peut encore se retrouver. Une question, c'est vrai qu'on a toujours, et vous avec, présenté, on va dire, Tévogé comme une immensité, vous l'avez déjà répété, mais il y a quand même un élément pour nous jeunes qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est quand même un Tévogé qui a commencé tout bas, si vous voulez, on l'a vu, formateur, enseignant de quelqu'un comme Paulin Ontonji. Ce sont des choses comme indicateurs pour nous. Commencer par où on peut commencer. Ah non, attendez, quand on dit tout bas, attendez, un enseignant ne commence pas tout bas. Aujourd'hui, la perception. Ah non, du tout, un enseignant, c'est un formateur d'hommes. Un professeur, un enseignant, c'est celui qui forme, hein, est un éducateur et il bâtit pour demain. Donc, le professeur Tévogé est un bâtisseur. Il a bâti, il y a Paulin Ontonji par ailleurs, il n'est pas le seul. Il en a bâti d'autres. Donc, c'est un communicateur. Il a l'art, il a la facilité du verbe. Et comme le disait le professeur Joël Aïvo, dans les impressions, on a vu, Albert Tévogé a drainé derrière lui une foule de jeunes avides de beaux discours, de bons textes, mais également de perspectives meilleures pour le pays lorsqu'il a délivré ce message de clôture de la conférence nationale. Un inventeur de rêves, si vous voulez. Aujourd'hui, oui, on regarde tout ça avec beaucoup de regard, avec beaucoup de détachement, parce que bon, 30 ans après, alors s'il fallait que des bonnes intentions pour dire qu'on a vaincu la fatalité, ben, mon Dieu, il y a longtemps que le monde l'aurait vaincu. Non, on avait ouvert la vague des fatalités. Et justement, la fatalité, c'était loin d'être ce qui était plutôt ce qui restait à faire. Donc, heureusement, puis un an après, il a fallu une loi d'amnistie avant que le président Kérékou reconnaisse par ailleurs qu'il a perdu les élections, les élections présidentielles de mars 91. Donc, vous voyez qu'on n'avait pas vaincu la fatalité. Mais Albert nous a envahi, il nous a lancé dans cette perspective de rêve, et avec on a bien tout réglé, l'argent ne sera plus jamais notre maître. Aujourd'hui, on a rencontré que il a fallu combattre l'argent dans toutes ses formes. On a dit que le pouvoir service, il a dénoncé le pouvoir clanique de celui qui a pris, et ainsi de suite. Quand vous reprenez le discours de la clôture de la conférence nationale, et bien présenté en verve par l'orateur de qualité qu'il fut, je pense que après on peut détricoter, on peut voir que c'est le texte que c'est un rêve à lui, qu'il a partagé avec nous. Mais c'était bien de l'avoir fait, parce que ça nous a plongé. Je pense que ça nous a envahi, et ça nous a conduit peut-être encore beaucoup plus requinqué pour démarrer cette nouvelle aventure qui dure depuis 30 ans. Donc, je pense que oui, si le Bénin a connu un gros vendeur de rêves, ce fut Albert Tévogé. L'Afrique avec un. Comme il le dit, il suffit de voir de l'eau potable au Nigeria et on sera riche. Il y a des possibilités dans les rêves. En tout cas, donc, d'énormes. C'est lui qui a inventé cette vague d'enseignants qui devaient aller enseigner le français au Nigeria. Le projet a fait long feu, mais quand même, il fallait y penser. Je pense qu'aujourd'hui, on a une vague de Nigérians qui arrivent au Bénin parce qu'ils veulent parler le français. Tout à fait. Alors donc, pourquoi ne pas. Certaines universités, d'ailleurs, nigérianes s'ouvrent à l'initiative. Exactement. Donc, vous voyez, l'homme frémit. Je pense que c'est une banque à idées. Comme moi je le dis, c'est un grand intellectuel. Une bibliothèque, comme on le dit à l'africaine. Je pense que on ne manquera jamais de mots, et les mots ne seront jamais suffisants pour dire ce que fut l'intellectuel Albert Tévogé. Je le dis toujours avec le bémol, l'homme politique est resté égal à lui-même, et j'ai été heureux d'écouter l'évêque Gonzalo hier, samedi 23, donc à Porto Novo, en montrant quand même que c'est quelqu'un qui sait unir comme il sait en tout cas il sait cloisonner, en tout cas il est capable de meilleur comme du pire, comme on le dit. Donc voilà, c'est un homme en entier, comme on le dit, un humain avec ses qualités et ses défauts. Conscient d'ailleurs de ses faiblesses, comme le disait, on va dire, l'évêque. Et donc, de toutes les façons, sa capacité, vivant ou mort, à parfois être le centre d'ancrage
la démonstration a été, on va dire, évidente hier. Vous l'avez si bien dit que je pense que la jeunesse a allé chercher qui est Albert Evoy, parce qu'elle peut retrouver dedans un certain nombre de leçons, d'éléments de vie, parce que c'est comme je dis, c'est un homme entier avec ses qualités, ses défauts. Quand vous regardez hier Patrice Talon, Nicéphore Dieudonné-Soglo, d'un côté, le président de l'Assemblée, bon, on n'a pas vu notre Adrien Bredji, je ne pense pas qu'il soit au pays. Bruno Amoussou, il était, voilà, on n'a pas vu Boliaï, c'est quand même bien dommage. Je pense que l'un des derniers rêves d'Albert Evoy, je dirais, c'était d'être médiateur de la République, rêve de vie politique, de vie publique, je veux dire. Et il a créé l'organe présidentiel de médiation. Donc c'était une sorte, c'était déjà l'embryon de médiateur de la République. Et qui était touché au palais de la présidence, mais le président Yahi le lui a offert. Et il a exercé et il a pesé de tout son poids pour le vote de loi sur le médiateur de la République, avec des conditions particulièrement qui doit être vraiment, c'est une loi, comme on peut le dire, bien taillée sur mesure, à la taille donc de procès de vrai. Et donc je pense que Yahi a manqué à ce rendez-vous, c'est quand même dommage aussi. Mais bon, tout le monde ne peut pas y être. Je pense que, voilà, la jeunesse a tiré beaucoup de leçons de ce monsieur, dans un sens comme dans un autre, pour se frayer le nouveau chemin dans un Bénin qui se veut désormais regardant vers l'avenir. Je pense que le départ de Evoy, c'est un peu comme la fin d'une époque et le début d'une autre. Vous voyez, c'est arrivé en pleine réforme, d'après dialogue politique. Et c'est comme si il y a un pan de toute notre vie qui part. L'homme du rapport général de la Conférence nationale. Alors, on est à la veille des 30 ans de la Conférence nationale. Il disparaît en ce moment, mais il part avec tous ses rêves ou bien toutes ses chimères de ces années de conférence nationale. Mais la République demeure. La République demeure avec ses hommes nouveaux, avec ses institutions qui doivent être modernisées, avec les pratiques qui doivent être améliorées et avec les regards qui doivent tourner vers une gouvernance du futur. Je pense que c'est un rideau qui est tiré. Tout un symbolisme autour de... Tout un symbole, absolument. Un rideau qui est tombé pour une nouvelle scène. Alors voilà, vous avez dit que Boni Yahi a manqué, effectivement, les images l'ont prouvé à suffisance. Boni Yahi a manqué à ce rendez-vous-là, mais il était là, on va dire, en semaine. Il était au Bénin, en tout cas, avec la délégation de la CEDEAO. Justement, on va s'interroger sur les statuts de certaines personnes, la qualité de certaines personnes. Comment lire ces statuts-là que les gens acquièrent quand ils finissent d'être président? Boni Yahi, comme je le disais, devait être à la présidence, en tout cas annoncé comme tel, finalement, des bains de foule. Quel statut pour les anciens présidents, finalement? Boni Yahi, il s'est fait de nos. Non, écoutez, il ne faut pas qu'on... Parlons donc de ce rendez-vous manqué. D'abord. On en a déjà beaucoup parlé dans la semaine, mais... nous parlions tout à l'heure d'un Bénin retrouvé autour. Donc, alors la question est de savoir, faut-il attendre les restes de quelqu'un, donc une dépouille mortelle, pour que tout le Bénin se retrouve? Parce que moi, j'aurais bien aimé que Albert Evoy et le président Nicéphore Dieudonné-Soglo, son pire ennemi, enfin son plus grand adversaire, son grand opposant, et que les deux bâtissent à quelque chose, normalement ensemble. Mais qu'est-ce qu'on les a vu faire? La seule chose, je les ai vu faire deux choses ensemble. de manière constante, c'est de contester la candidature de Lionel Zinsou en janvier 2016 au Champ d'Oiseaux, et c'est d'attaquer vertement le pouvoir de Patrice Talon en novembre 2017 à Djefa. 2 ans d'intervalle. Alors, quand vous voyez, c'est négatif comme action. C'est négatif comme action. Parce que je pense que le pouvoir, c'est les urnes. Et quand quelqu'un est là, il est investi d'une fonction et il doit exercer. Et c'est les urnes également. Mais quand des personnalités qu'on peut qualifier de sages, parce qu'ils ont connu, ils ont vu, ils ont fait des expériences, et ils doivent partager maintenant les expériences. Quand eux, ce qu'ils peuvent faire ensemble n'est que de critiquer ou de détruire,
ça pose un gros problème de la sagesse et surtout de la transmission des savoirs, de la transmission des connaissances, de la transmission des bonnes pratiques à la génération montante. Quand l'image qu'on peut avoir de ces personnalités qui sont à un certain niveau de leur vie, ouais, de Kérékou et de Zinsou, on gardera cet appel pour la paix. On gardera l'appel pour aller voter en 2011, malgré le problème lié à la lépi. On a vu Kérékou il était fatigué en 2011. Le président Zinsou, sa voix était à peine audible. Mais quand ils sont sortis pour dire, allez voter. Quand ces personnalités la disent, et il y avait, quand on nous remonte 2011, vous allez voir, la crise était à son comble. Donc, on gardera donc de Kérékou, l'une de ses dernières sorties publiques, c'est d'appeler action positive. Du président Zinsou, on gardera l'une de ses sorties publiques, allez voter pour la paix, allez, malgré les difficultés, malgré tout ça, nous vous demandons d'aller voter. Le président Soglo était là. Mais il cristallisait parce qu'il était soit avec l'Union, c'est la nation. Donc, d'une manière ou d'une autre, il jouait de tout. Mais quand vous voyez ces deux images de Kérékou et Zinsou d'un côté, qui se sont franchement combattus aussi, qui ont été condamnés à mort sous la Révolution. Et il est taxé d'avoir fait venir les mercenaires le 17 janvier 1917. Il a dit que ce n'était pas vrai, mais bon, d'autres l'ont confirmé. Bref, donc, et pourtant, l'autre il a été le conseil spécial, après le président Soglo, a été celui de Kérékou. Et ces deux, au soir de leur âge, ont laissé une si belle image. Moi, hier, quand je vois le président Soglo, je me dis, mais pourquoi pas? C'est bien de le voir pleurer le décès de professeur Tevoidjoué. Son pire ennemi d'hier, l'homme qu'il appelait l'homme des 20 000 emplois. C'est bon de le voir, mais ça aurait été encore mieux si on avait des images fortes qu'ils ont laissées à la postérité. Le voir devant une mouvance d'action positive. Voilà. Et il y avait eu, regardez, un appel pour la paix des deux. Quand même, Albert Tevoidjoué a bâti la maison Théophania, la maison africaine de la paix. Et que j'ai eu le bonheur, le plaisir de visiter, et pour lequel il avait un gros rêve, un rêve que je partage d'ailleurs. C'est son dernier investissement. Voilà, et il est parti un peu meurtri de n'avoir pas pu pousser, mais comme quel peut-on achever dans la vie? Il faut bien laisser, donc il a fait de beau travail par ailleurs. Là, mais le nouvel reste théorique, au moment où on doit l'entendre parler de paix. Ça manquait d'occasion d'application. Exactement. De pratique. Et là, on n'a pas vu. On n'a pas vu le président Soglo. Je pense qu'ils étaient des personnalités fortes qui devaient se détacher de l'activisme du président Yahi à l'époque. Et donc, je parlais donc des deux. Alors, pourquoi le président Yahi? Pour parler de la posture du président Yahi. Ça revient. Vous voyez, je dis la même chose. Mais je dis, à l'actif du président Yahi, il est encore relativement jeune. Il a encore 65 ans, je pense. Donc, il a encore tout le temps de se rattraper. Et ce qui serait utile pour le président Kérékou et Boni Yahi, c'est vraiment de rattraper tout ce temps. Parce que j'estime que c'est un bon tribun, c'est un rassembleur, c'est un homme qui sait captiver, qui sait drainer la foule. Mais là encore, à quelle fin? Voilà la question qu'on doit se poser. Vous savez, moi, l'histoire de notre pays a montré que on se ligue toujours contre celui qui a le pouvoir. Toujours, depuis les années 40. Depuis les années 40. Ça ne doit pas se poursuivre. Ce n'est pas normal. Et il est à s'interroger si tous ceux qui ont eu la chance d'avoir le pouvoir ont toujours eu tort. Voilà, exactement. Et quelqu'un de la génération, après d'Adjoumouni, je reviens là-dessus, mais quelqu'un de la génération de Boni Yahi devrait s'extraire à cette logique-là. Et il en a souffert d'ailleurs. Et il a dénoncé d'ailleurs. Lui qui n'avait pas de vécu ministériel, qui n'avait pas de vécu politique, et qui est arrivé au pouvoir en 2006 pour induire le changement. Et qu'il a tenté d'ailleurs. Il n'a pas réussi totalement. Il y a eu des dossiers, des trucs bizarres qui l'ont empêché d'aller plus loin. Et sur les bases de il aurait dû s'appuyer
pour incarner en Afrique quelqu'un comme le Abdul Salami Aboubakar, le président nigérien, l'ancien président nigérien. On l'a vu dans la délégation. Mais Abdul Salami Aboubakar aujourd'hui est une personnalité heureuse, à dire que c'est adulé en Afrique, parce que regardez ce général qui, sur l'état-major de l'armée nigérienne, à la mort de Abacha en 98, il avait le pouvoir même. Il aurait pu tout faire pour garder ce pouvoir-là. Il a tout fait pour le libérer rapidement. Comme quelque chose qui ne lui appartenait pas, dont il n'est pas... C'est-à-dire, pour lui, ce n'est pas son affaire. D'autres sont mieux outillés pour le faire. Et il est resté le soldat. Et il a dit d'ailleurs, au moins il passait le pouvoir. Donc, Abdul Salami Aboubakar, quand vous le voyez, il incarne cet Africain moderne. Donc, que nous attendons que le président Yahi Boni, plus jeune qu'Aboubakar et qu'Abdul Salami, aurait pu, quand on l'a mené, le président Yahi n'avait pas de vécu politique, comme je vous l'ai dit. Donc, il était détaché. Il était détaché, on aurait pu. Et ses premiers discours, d'ailleurs, même 5 ans après, ce discours était tout ce discours de rupture avec le passé. Mais après, les actions n'ont pas suivi. Les actes n'ont pas suivi les intentions. Discours. Parce qu'au même moment qu'il voulait, au même moment, il regardait un peu trop son pouvoir. Je pense qu'il est resté un peu trop collé au pouvoir. Il a cru peut-être que le pouvoir lui était collé à la peau et que ça ne devait pas le quitter. Et une fois que le pouvoir l'a quitté, il a perdu les repères qu'il nous avait inculqués, les repères qui étaient les siens. Et qu'il a donné raison à ceux qui pensaient 5 ans plus tôt qu'il essaie travailler pour ne pas partir. C'est dommage parce que il y avait des incrédules comme nous qui n'y croyions pas trop, en disant que non, le discours était bien, non, c'était clair. Mais curieusement, c'est ceux qui ont su lire rapidement qu'entre des actions, il y avait des intentions cachées, des agendas cachés. C'est dommage qu'ils donnent raison à ceux-là, mais ils le donnent. Ils le donnent aujourd'hui parce qu'on a l'impression que sans lui, le pouvoir ne peut pas. Personne ne peut détenir le pouvoir au Bénin. C'est le seul qui est soucieux de développer des... C'est le seul qui aime son peuple. C'est le seul que le peuple aime. C'est le seul qui peut gouverner. C'est le seul qui peut changer le Bénin. Tous les autres sont des... Voilà l'image que ça donne. Imaginez comment la CEDEAO, chargée de gérer les questions de bonne circulation des personnes et des biens. Et au moment où les frontières sont fermées entre le Nigeria et ses voisins, que nous sommes, que les Nigériens sont, que le président nigérien en exercice passe son temps à gérer les caprices politiques entre personnes dont les égos surdimensionnés empêchent donc de se retrouver dans l'ambiance normale d'une vie après le pouvoir. Ça pose un gros problème quand même. La CEDEAO ne peut pas se limiter à ça. Gérer les problèmes entre personnes. Non, ça peut aussi c'est dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens. Mais après les élections législatives, la CEDEAO, le bureau du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique, a fait sortir un communiqué, les deux ont fait sortir un communiqué pour demander que la classe politique, les gars et le pouvoir se retrouvent rapidement pour des actions devant concourir au rétablissement de la situation. Donc, action légale, pacifique. Mais tout ce qui est passé depuis mai, avec le discours du chef de l'État, jusqu'au dernier vote du code de la loi portant statut de l'opposition, donnez-moi une seule action qui est allée contre. Qui est sortie de ce cadre-là. Tout est fait pour que nous retrouvions la sérénité et que ce moment d'avril 2019 passe comme un incident de parcours dans l'histoire du Bénin. Mais il y en a qui s'entêtent à montrer que ça n'avance pas, s'entêtent à nous maintenir dans une atmosphère, ambiance de crise. On peut se demander, mais c'est à quelle fin? Donc la loi a prévu le statut de l'ancien président. Ce n'est pas le statut qui est en cause, c'est les égos surdimensionnés de certains ayant eu cette charge qui nous amène à cette situation que nous déplorons. Ceci dit, ils sortent alors du cadre tracé par la loi. Oui, ils sortent du cadre tracé par la loi, bien évidemment. Parce que normalement, un ancien président de la République doit être un conseiller. Il doit être naturellement un conseiller pour son
prédécesseur, pour son successeur. Ça doit être la première chose. Et quand il conseiller, il n'a pas besoin que l'autre le consulte. Quand il a il a payé. Il a payé, il y a des avantages. Il a un statut. Il a un statut. Donc, quand il y a une situation, il lui envoie un courrier, il lui envoie une note et il demande d'être reçu. Si l'autre le reçoit, tant mieux. Il ne le reçoit pas, mais la note est partie. L'autre a dû lire. Donc, il doit au moins s'obliger à ça. Ensuite, je pense qu'il doit essayer de partager, aussi bien dans la jeunesse, dans l'élite, que nationale qu'internationale, ces expériences. Je pense que le président Yahi, qui a échoué sur beaucoup de points de réforme, aurait dû avoir comme allié le président Talon. Parce que là où il a échoué, le président Talon a repris, a tenté et a pris. Regardez, le président Talon est venu avec un projet de réforme dont la plus cruciale, les réformes dont la plus cruciale, c'est celle de la Constitution et de limitation du mandat présidentiel à un mandat. Et puis le projet de révision de la Constitution a été soumis. C'est là qu'on devait sentir le président Yahi, par exemple, en phase. Parce que lui-même voulait changer la Constitution pour la refondation de la République. C'est son discours. Donc à ce moment-là, il aurait profité même, de faire passer peut-être les choses qui n'y figurent pas. Mais c'est son discours. Non, est-ce qu'il y a des choses? Tout ce que le président Yahi voulait insérer dans son projet ont été pratiquement insérés dans le nouveau projet, dans le projet de 2017. C'est son projet manqué alors? Non, c'est pas son projet manqué. C'est sa volonté. Il voulait réformer la République. Et il a dit. Et le projet, les travaux présidés dans lesquels Yonofon, le professeur Joseph Yonofon, président actuellement médiateur de la République, le professeur Joël Aïvo, par exemple, ont travaillé sur ces textes-là, ces dossiers-là. Il y a des choses qui figurent encore aujourd'hui. Quand vous regardez le projet, il y avait en 2007, le président Yahi avait déjà réuni les hauts juristes, ceux qui étaient les pères de la Constitution, comme Maurice Aranzo, Gleret, Théodore Olo, Robert Dossou, et d'autres comme Ousmane Batoko, actuel président de la Cour suprême. Tous ces hauts juristes, toujours, mais il les a réunis, pour c'était pas nous, c'était pas Ivo, pour réfléchir sur la révision de la Constitution. Ça a donné lieu à un projet de 2009. Donc, le projet de 2017 était déjà une synthèse de tout ça. De tout ces Alors, donc, lorsque vous avez porté ce projet, et au moment où vous devez, ça devrait être à nouveau porté par votre successeur, vous vous mettez dans une posture d'opposant, parce que simplement, vous avez en face quelqu'un peut-être que vous avez combattu ou bien qui vous a combattu. Ça veut dire que c'est lié, malgré vos hautes fonctions, vous restez encore à ce niveau plus bas. Je vais rester entre griffes, vous restez encore petit. Vous avez assez de grandes, de hautes fonctions. Vous ne pouvez pas rester petit. Vous devez prendre de la hauteur. Vous ne devez pas rester bas. Vous devez prendre de la pesanteur. Normalement, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu ça. Et c'est ça qui est des programmes. Et toutes les actions qui ont suivi, qui sont restées dans le même sillage, jusqu'à un incident, avec la rencontre manquée du début de la semaine. Tout ça reste dans une logique que si ce n'est pas des projets portés par le président Yahi, c'est des mauvais projets. Si ce n'est pas le pouvoir conduit par le président Yahi, c'est un pouvoir qui ne va pas dans le sens. On a vu le courrier du président Yahi à la CEDEAO de sauver le Bénin. Le Bénin vient d'être sauvé. C'est plutôt lui, le président Yahi, qui doit pouvoir jouer sa partition, son rôle, pour aider ceux qui sont encore dehors aujourd'hui. Ce n'est pas les harangues de dehors qui vont les faire entrer. Ce n'est pas les actifs de Paris qui vont les faire entrer. Ce n'est pas ces joutes-là. On en a connu plein de régimes qui ont ces choses-là. Ce n'est pas ça. La diplomatie intérieure ne fonctionne pas comme ça. Je ne veux pas parler des affaires étrangères. Quand je parle de diplomatie intérieure, c'est ces échanges, la gestion des contradictions internes entre dynamiques opposées se gère par cercles concentriques d'accord,
avec des personnalités de bonne volonté, mais de haute et grande sagesse. Depuis Monseigneur de Souza et Bernadette Ganti, depuis Mathieu Kéréko et Émile Delazinso, vous en voulez, on ne va pas. Et pourtant, le besoin est là. Et les personnalités sont là. Je dis, qu'est-ce qu'un président comme Soglo peut encore aller faire dans ces jeux d'officine politique? À son âge, à son expérience, il peut prendre la pesanteur. Après, il est libre de tout faire, comme tout citoyen. Je ne dis pas non, je n'ai aucun droit et aucune personnalité pour le lui dire donc ça, je me fais amende honorable. Mais je juge les hautes fonctions qu'ils ont eues. Et Luc Matin Carré, qui est passé ici, qui a été rediffusé opportunément, l'a dit. Marc Laurent Azoumé, qui est passé sur ces antennes, l'a dit. Quand on est à ce niveau, on ne peut plus être l'homme des clans. Parce que l'État a besoin de médiateur. Pas la fonction républicaine de médiateur, mais la fonction normale sociale. Un médiateur social n'a pas besoin d'être nommé. Il est naturellement là, comme le furent les autres. Les circonstances l'érigent et il occupe l'espace. Il occupe l'espace. Donc, Albert Tévoisier a raté. Et je pense que c'est la grosse tache noire. On ne peut jamais être parfait et lui-même est le premier à le savoir. Donc, du coup, ça n'enlève rien à la grandeur de l'homme. Lui n'a pas été élu à cette magistrature suprême. Donc, il n'a pas la même responsabilité que M. Soglo et Boniaï. Mais je pense qu'il aurait pu. Il avait tout pour ça. Et après lui maintenant, le président Soglo, au soir de son âge, lorsque vous dépassez 80 ans, vous êtes un homme béni. Comme dirait l'autre, c'est à cet âge qu'on commence à penser à la vieillesse. Déjà bien, quand Dieu vous a donné 70 ans, vous commencez pas à sentir le poids de l'âge, mais vous n'êtes pas encore vieux à 70 ans. Vous avez encore 10 ans pour vieillir. Vous l'estimez pas. Vous avez encore 10 ans pour commencer à penser. Et après 80 ans, vous dites, je commence pas à vieillir. Et quand je commence pas à vieillir, je dois commencer par être sage. Et pour être sage, je dois commencer par être un rassembleur, l'homme du peuple, celui qui unit. Et autant Albert Tévoisier avait l'œil sur ces instants et ces étapes. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de participer à ces 82 ans. Et ce n'est pas fait puisque le bonheur de servir qu'il a sorti, que je recommande d'ailleurs, qui est un concentré quand même de très belles phrases et de très beaux moments. Alors à ce niveau, vous devez faire plus. Mais autant il y a pensé, autant il a peut-être rêvé l'être, autant il n'a pas réussi. Le président Soglo peut encore, occuper cette place. Moi, quand au fort de la crise, avant les législatives, il était allé à la présidence de la République une, deux fois, mais j'ai dit, ça revient. Le déclic. Parce il doit faire table rase dans sa tête des ressentiments personnels. C'est ça. Mais le sage n'est pas celui qui n'a jamais été éprouvé. C'est celui qui s'en détache. C'est celui qui arrive à philosopher autour de ça. À philosopher autour de ça. À prendre de la hauteur, de la pesanteur. Et à se montrer digne de cette sagesse qu'on ne peut acquérir nulle part, dans aucune faculté, dans aucune haute école, que ce soit Massachusetts, la Boston, que ce soit, on ne peut l'acquérir nulle part. Pas Harvard, nulle part. On ne peut l'acquérir que sur le terrain. Sur le terrain de l'expérience et dans l'humilité que soi-même se crée. Et cette humilité manque. Moi, je souffre de le dire. En le disant, je vois tous ceux qui s'agitent, ont envie d'arracher j'espère qu'ils ne vont pas casser leur poste téléviseur. Il y en a qui enragent en disant, mais qu'est-ce qu'il lui raconte? Comme, je le vois, je le vois dire ça. Mais moi, je gagne quoi à le dire? Le consultant gagne quoi à le dire? Mais on voit. Un pays doit avoir ses repères. Nous avons une constitution de 90.
que tout le monde a tué. Mais ce que cette constitution nous a donné un président de la République, issu des urnes, qui, comme l'autre dit, je veux faire des réformes. Donc, ça veut dire que depuis 2006, aucun président, on a eu 4 présidents, enfin, en 2 personnes, 3 présidents en 2 personnes. Il y a eu en 2 fois, 2006-2011, changement et refondation. Et puis, Patrick Talon en 2016, et de nouveau départ à rupture. Donc, les mêmes choses, en fait. Ça veut dire qu'il y a un besoin. Et quand vous lisez la littérature politique, ou médiatique, ou scientifique, sur le BD, 96 à 2006, vous voyez qu'il y avait un gros besoin de changer les pratiques et les habitudes. Alors, il n'a pas réussi. Talon tente de réussir. Il devait avoir un front de cette personnalité-là. C'est plutôt un front pour l'empêcher de réussir. Et le spectacle qu'on a, vous allez voir dans 20 ans, ça va être anecdotique. Mais ça va rendre peu. Imaginez dans 20 ans, si le président Yahi, tu es le prêtre santé, viens le prions, on espère que tu le feras et pour lui et pour nous. Pourquoi on retrouve ces gestes encore en se disant, mais président, est-ce que tu ne vois pas que c'était de trop? Et nous, on paraîtra peut-être comme de petits visionnaires, parce qu'on lui aurait dit aujourd'hui, contre beaucoup qui râlent autour en disant, mais qu'est-ce que lui raconte? On lui aurait quand même le courage de dire, président, tu dois prendre de la hauteur. Tu dois prendre de la hauteur dans un pays de croyants, où tu te dis croyants également, en évoquant Dieu ici, là, matin, midi et soir, tous les jours. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur. La vengeance n'est pas un comportement de sage. La vengeance, l'esprit de vengeance ou la vengeance, c'est pas ça qui fait un grand homme. Alors moi, je ne sais pas pourquoi la CEDEAO est arrivée dans nos cheveux. On n'est pas un pays en crise. Il y a des situations. Oui, la bataille de Yahi, par exemple, aurait pu être rentrée, créer l'harmonie avec son prédécesseur et travailler pour que les autres entrent au pays, reviennent au pays. Il a de marge de manœuvre pour ça. Il a de marge de manœuvre, mais la marge de manœuvre, ce n'est pas d'exiger de dehors. Ce n'est pas d'être dans un pays voisin pour dire j'exige. Mais tu ne peux pas exiger. Comment tu vas exiger? Tu n'as pas le droit d'exiger. Tu n'es investi d'aucun mandat d'exiger quoi que ce soit. Mais en vertu du statut dont on a parlé, ce statut-là qu'on acquiert, quand on vous a quand même fait la confiance d'être une fois président, on peut négocier. J'ai été membre de la HAC. Est-ce que, parce que j'étais là-bas, j'ai des droits encore d'exiger des choses liées à mes collègues qui sont là aujourd'hui? Non, ceux qui sont là. Ceux qui sont là, ils m'invitent, ils me convoquent, je bondis. Je suis droit devant eux parce que je suis un justiciable. Je suis là, d'ailleurs, je suis en plein dans l'activité qui les concerne. Donc, par rapport à ça, ils me demandent des comptes, je réponds. Et je réponds avec empressement parce que c'est eux qui sont là aujourd'hui. Comment on vous répondait? Absolument, comme nous exigions qu'on nous réponde à l'époque. Donc, pour moi, il n'y a aucun mal à ça. Aujourd'hui, vous êtes là. Demain, l'autre prend votre place. Vous êtes ailleurs. Ou vous êtes nulle part. Vous êtes peut-être un mirador. Je cherche votre mirador. Vous le savez peut-être mieux. Vous êtes peut-être un spectateur joyeux comme Bruno Amoussou. Il est aujourd'hui une sorte de personnalité adulée autour d'un projet nouveau, l'Union progressiste, dans lequel il joue un bon rôle. Vous voyez, on ne le voit pas en première vue. Il passe la main. Passe la main. Et ça prend du temps, ça prendra son temps, le temps que tu plairas à Dieu. Mais il passe la main, tranquillement. Donc il était hier un spectateur joyeux. Aujourd'hui, il est dans l'action. Et pourtant, donc, il a choisi. Voilà quelqu'un qui gère son action, son agenda politique également. Donc, c'est pour dire quoi? Que, en principe, on doit travailler, d'abord, d'accord, à incarner cette logique de progrès, pas pour soi, mais donc de perspective, d'être utile à son État en transcendant un certain nombre d'aléas. Donc voilà ce que on peut dire par rapport à la posture. Donc ce n'est pas de dehors qu'on va exiger. C'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur. Et de l'intérieur ensemble, en trouvant les mécanismes. Regardez, après l'initiative, ce qui était demandé, peut-être que tout n'a pas été obtenu, mais beaucoup de choses ont été faites. On a revu les lois. Le code électoral a été revu dans le sens de ce qui était attendu.
L'achat de partis politiques a été revu. Le statut de l'opposition a été adopté. On a mieux fait. Donc, beaucoup mieux. Donc, une loi d'amnistie a été votée pour permettre à certains qui étaient égarés de se retrouver. Donc, peut-être qu'il reste encore des gens dehors dont on parle. Mais ces gens, personne ne les a poussés dehors. Peut-être que psychologiquement, ils se sont sentis obligés d'y aller. D'accord. Il faudrait encore que, stratégiquement, on trouve les mécanismes pour qu'ils reviennent. Et ça se discute. Pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que communicateur, je pense que certaines choses sérieuses ne peuvent pas se dire. La stratégie ne peut pas se débattre sur les réseaux sociaux. Les concertations ne peuvent pas se débattre sur les réseaux sociaux. C'est quand c'est cuit qu'on a le produit. Mais quand vous mettez tout ça sur les réseaux sociaux, pour autant créer l'agora en même temps et prendre les décisions. Les recommandations de la CEDEAO, c'était, on va dire, le dialogue. Ça a été fait. Les résultats du dialogue, pratiquement déjà matérialisés par des lois. Finalement, quel projet encore pour la CEDEAO? Quelle prolongation dans son jeu? En fait, moi, j'ai trouvé bien malheureux le président Brou, le président de la commission de la CEDEAO, le général Aboudi Salami Aboubakar. C'était bien bizarre de les voir avec Boni Yahi dans cette situation-là. Non, avec l'ancien président en exercice de la CEDEAO, enfin, il a été président en exercice de l'Union africaine. Tous les chefs d'État n'ont pas eu cet honneur. Hein. Tout à fait. Il a dirigé l'Union africaine dans des conditions pas faciles. Alors quand on prend un ancien président de la République, 10 ans, qui a voulu que force reste à la loi pendant longtemps, quand on a vu comment il a fait preuve de rigueur et de fermeté envers le putschiste des militaires du Mali à l'époque, ou devant les terroristes, c'est ceux qui ont pris les armes au nord du Mali, on ne reconnaît plus ce Boni Yahi. Et cette CEDEAO qui peine à régler les questions frontalières entre le Bénin et le Nigeria, on ne reconnaît pas qu'il perd son temps dans ce genre de... Il faut siffler la fin de la récréation. Moi, je pense qu'il faudrait que le président de la... Moi, j'attends ce que la CEDEAO dira. Parce que je ne vois pas le président nigérien, Buhari, a accepté que ses opposants, que son prédécesseur, Goodluck Jonathan, aille au Bénin ici, de raconter tout ce qu'il veut, ou bien drainer les autres autour, et on demande de le recevoir, et il va descendre à Abuja, et se promener, à prendre bain de foule. Je ne pense pas. Je ne vois pas. On peut compter combien les chefs d'État vont accepter ce qui s'est passé là. Et ça s'est passé au Bénin. Je pense que ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'ils sont nombreux chefs d'État, ils regardent ça. Ils doivent regarder ça comme des scènes surréalistes. Encore que dans la semaine, en début de semaine, on va dire l'opposant nigérien a eu pour son compte. En rentrant chez lui. En rentrant chez lui. Très bien. Donc, c'est surréaliste. Il faut regarder ça de manière surréaliste. Qu'au Bénin, ça se passe comme ça. Oui, au Bénin, c'est un pays pacifique. Mais un pays pacifique ne peut pas... L'organisation régionale ne peut pas perdre son temps dans ces choses. Il faut dire la vérité au président Yahi. Parce que, je dis, le président Yahi, en lui incombe doit le lui dire. Parce qu'il a du temps encore pour ce. Il est encore temps pour lui, parce qu'il a de grands rôles à jouer. Non seulement au Bénin, mais en Afrique. Je pense qu'il se concentre beaucoup trop sur le Bénin. Alors que je pense que l'Afrique a besoin de ses compétences. Le monde a besoin de ses compétences. C'est à lui de se donner la carrure internationale. Or, il se présente tout comme un chef de clan, de petits clans, de minorités. Pour une personnalité qui a des grandes fonctions, se présenter comme un chef de minorité pose un gros problème. Parce que, regardez, ce n'est pas de minorité, c'est que dans son propre FCBE, il y en a qui ont été jusqu'au bout de la procédure légale. Et ces gens-là sont combattus aujourd'hui, c'est eux qu'on attaque parce qu'on pense qu'ils sont collabos, alors que ça se bat pour lui déjà. C'est pour ça que je dis qu'il est chef de minorité. Non, ça veut dire qu'une minorité de ce que fut d'abord les FCBE. Parce que l'essentiel des FCBE aujourd'hui est dans la légalité. Et le reste, une partie silencieuse, observe tout ça. Si vous avez vu encore à Montselegbe, c'était le conseil politique. Moi, je vais bien entendre aujourd'hui qui nous dit sa lecture. Parce que l'État, la fonction régalienne de l'État, la fonction d'ordre public de l'État, ces fonctions ont été rappelées souvent sur Yahi.
Pourquoi la fonction va changer quand il n'est plus au pouvoir? Donc, pour moi, je pense que la CEDEAO doit siffler la fin de la récréation et permettre. Je pense que le président Talon est suffisamment patient en laissant les choses se dérouler. Mais à un moment donné, il faut qu'on avance. Parce qu'on a l'impression que c'est. Pourquoi ça va se dérouler? Parce que quelqu'un pense que ça ne peut pas. S'il a un mal-être en lui, bon, il faut le laisser et continuer. Pourquoi pas? Ou regarder du côté des autres. Et que les autres aussi qui sont dehors et qui ont envie de rentrer peut-être, trouvent en leur sein des médiateurs, des gens qui peuvent parler, parce qu'ils peuvent quand même se parler. Donc pour moi, nous nous concentrons beaucoup trop sur les anciens chefs d'État. Je pense que s'ils ne veulent pas s'agir, autant les laisser, à la limite les oublier et passer. Bernard d'abord, et sur nos antennes ici, disait, c'est justement ceux-là qui leur donnent l'illusion qu'ils sont encore capables d'impacter ces choses qui font qu'ils se poursuivent. Non. Moi, je pense que, même dans l'ancienne formulation de notre constitution, en tout état de cause, nul ne peut avoir plus de 2 mandats présidentiels. Pour dire, il a fini ces 2 mandats présidentiels. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc, il ne peut plus continuer. Donc, il ne peut que passer à autre chose. Il devient chef de rébellion. À mon avis, ce n'est pas normal. Il ne peut pas être chef de rébellion. Il ne peut pas être chef de rébellion. Rébellion contre l'État. Rébellion contre celui qui est au pouvoir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut bien que tout ce qu'il aime lui dise directement, lui souffle ça, ou le dise aussi bruyamment pour qu'il. Parce que lui, il est dans une posture, peut-être qu'il ne voit pas ça. Voilà, il ne le perçoit pas. Mais quand les gens qui le murmurent la nuit se pointent le matin devant lui en se courbant, il ne peut pas comprendre. Donc, également, ces gens-là, ils sont libres de militer où ils veulent, mais honnêtement, j'en connais, ils murmurent la nuit, enfin, dans les milieux, et après, vous les voyez toujours dans le siège. Peut-être que c'est parce que le président ne les a pas encore captés, mais les données ont changé. Il ne s'agit plus de faire du bruit pour qu'on vous l'appelle. Ça, c'était avant ça. Donc, moi, je pense il est temps qu'on puisse ramener les gens à leur place, qu'on met les choses à l'endroit et qu'on passe au programme de développement. La CEDEAO a plus à gagner, à normaliser la situation entre le Bénin, le Niger et le Nigeria que de s'occuper des états d'âme. S'il doit le gérer pour tous les pays où il y a changement de chef d'État. Il y a du boulot. Il y aura du boulot. Je pense que la CEDEAO va s'écarter totalement de sa mission. On parle de la monnaie africaine d'abord, du passage de l'écho, tout ça. Là, je pense que nous perdons beaucoup de temps à des futilités. Voilà, vous avez parlé notamment de ces difficultés au niveau des frontières. L'une des conséquences, c'est bien la flambée des prix de l'essence de contrebande, le paillon si vous voulez. Finalement, peut-être que cette situation-là est en train de préparer ce que politiquement l'État n'a pas pu, on va dire, gérer depuis plusieurs années, à savoir la disparition de cette essence-là, dont personne ne veut, mais qui est pourtant, on va dire, dans les usages. Qui vous a dit que personne ne veut l'essence de contrebande? Officiellement. Si l'essence de contrebande perdure, c'est que beaucoup le veulent. Et nous sommes nombreux à aller sur ces marchés de contrebande. Je le dis, est-ce que nous résistons à ces prix plus bas que les pompes? Combien de personnes résistent à ça? Donc, vous savez, le PPB a combattu. Sous le président Soglo, sous le président Kéréko, sous le président Yahi, différentes initiatives ont été menées pour maîtriser l'essence de contrebande. Et la bataille sur le président Yahi a donné lieu à des bavures policières. Les gens on a tué sur des personnes. On a tué pas moins de 5-6 personnes dans cette affaire de lutte contre le pailleur. D'ailleurs, des personnes qui sont désormais aujourd'hui anonymes. Excusez-moi, mais bon. Il aurait fallu peut-être une petite visite du président Yahi lors de son dernier séjour. Peut-être aux enfants, aux orphelins de ces personnes tuées. Sous la lutte, sous prétexte de la lutte contre le pailleur. On n'a jamais clarifié ces bavures. On n'a jamais clarifié ces bavures. Il n'y a jamais eu de procès. Il n'y a jamais eu de dédommagement connu. Donc, l'État a combattu le pailleur, l'essence de contrebande. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises.
n'a pas réussi. Et curieusement, une situation inédite arrive et on en arrive presque. Parce que quand vous voyez l'essence à 1000 francs, à 900 francs, à 800 francs, ce n'est pas déjà l'essence de contrebande. C'est l'essence achetée dans les stations. Dans les stations du pays. Régulière. Régulière, à un prix très bas quand même, à moins de 750 francs. C'est cette essence qui est vendue à 800 francs. Qui occupe donc l'espace à l'époque occupé par l'essence de contrebande. Exactement. Donc, je pense que la politique frontalière est un gros problème pour le Bénin. Le secteur informel en est un. Parce que le professeur John Ngué a travaillé beaucoup sur ce secteur. Parfois, il trouve que c'est un entrepôt, il trouve que c'est un truc, c'est une avance, c'est un atout. Je pense qu'on peut expliquer les deux. D'ailleurs, on peut croire en le disant. La réalité nous rattrape et permet à chacun maintenant quand on voit les gens faire 4 heures pour aller acheter du carburant, on dit, mais tiens. En toute patience. Avant, il fallait juste rentrer dans une station qu'on aurait plein de stations. Donc, ces stations existent et ont permis de juguler le flux. Heureusement, la nomination d'un administrateur provisoire à la tête de la société d'État SPE et de Sonacop a donné une nouvelle vie à cette société qui a pris le relais. Et qui permet aujourd'hui une synergie entre les opérateurs privés comme l'État pour pouvoir trouver des solutions. Je pense que il faut que la situation au niveau de la frontière doit nous interpeller et nous permettre de comprendre les enjeux aujourd'hui de la globalisation. Changer de comportement pour incarner la nouvelle dynamique patriotique, je veux dire. Je veux titiller la fibre patriotique de chacun. Il ne s'agit pas de le clamer, il s'agit de faire du Wole Soyinka. Donc le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bandit sa proie et la dévore. Je pense que nous devons bondir sur notre proie. Nous devons prendre conscience des enjeux d'aujourd'hui. Et donc, la situation à la frontière du Nigeria peut être, comme je vous disais ça une fois, peut être voilà, positivé, un déclencheur de nouveaux comportements favorables et comportements qui induit le développement, d'abord de l'être et ensuite de l'État. Voilà. Ça aurait pu être une belle conclusion de cette émission, mais bon, on vous donne, on va dire, l'occasion, comme toujours, de conclure cette émission-là. Ah ben écoutez, je pense que l'homme finit toujours. L'homme finit. Nous sommes des acteurs d'un instant. On est des acteurs d'un moment, de l'instant que nous vivons, vous et moi. L'instant d'après, nous sommes des philosophes de l'instant d'après. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. C'est pour interpeller, pour franchement demander au président Yahi, pour demander au président Yahi de revisiter ces 10 années au pouvoir, les difficultés qu'il a connues, les propos qu'il a toujours tenus par rapport à l'État et au respect que les citoyens doivent à l'État. C'est pour demander aux amis qui soutiennent encore le président Yahi dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le président Yahi doit être toujours encore au cœur des problèmes du Bénin alors qu'il en a, il a passé la main et que de nouveaux défis nous attendent. Je ne sais pas. Aujourd'hui, le problème du Bénin ne peut pas se résumer à un problème Boni-Yahi. Il n'y a pas un problème Boni-Yahi. Il ne doit pas en avoir. Et la loi d'amnistie a terminé normalement avec tous ces moments. Donc, il faudrait qu'il y ait un nouveau sursaut. Et ce sursaut doit provenir du président Yahi et du président Soglo. Il serait dommage que le seul endroit où l'unité se fasse, c'est autour des dépouilles mortelles, comme on en a vu le samedi 23 novembre, autour de la dépouille d'Albert Voidré. Je pense que chacun de sa vie, et surtout quand on a le temps de passer les temps et les époques, de vivre les jeux et les enjeux, quand on a ce temps, c'est toujours bon de laisser quelques bons messages. Pas des messages verbaux, pas des messages théoriques, pas de l'empirisme, mais des messages comportementaux. Qu'on dise, ah, voilà l'acte qu'il a posé, ça m'est resté encore dans les esprits.
je voulais parler en début de cette émission, de cette sortie des présidents Zinsou et Kérékou. Il était entouré de Boniaï lui-même et donc du président Soglo qui le combattait sérieusement à l'époque. Je finirai par cette sortie en disant ils sont restés, en tout cas pour moi, ils sont rentrés dans l'histoire parce que il restera. On a frôlé le pire en 2011 avec cette affaire de l'épi. On a frôlé le pire. Et cette sortie de ces deux présidents, entourés des autres, nous a permis de dissiper. Cette année 2019, on a frôlé le pire. Et ce n'est pas les anciens présidents. Et on a frôlé le pire par le fait justement des anciens présidents, Yahi et Soglo. Alors qu'ils auraient pu jouer le rôle inverse. Ils ont encore le temps de jouer ce rôle inverse. J'avais cru quand on a dit qu'il y aurait audience entre le président Talon et Yahi. Mais il a saisi la méthode. Ça vraiment, mais c'est encore l'escalade. Je pense qu'ils ont encore le temps. Et je souhaiterais vraiment qu'ils saisissent la main tendue. Et à défaut même d'une main tendue, qu'ils aillent plutôt tirer la main, même qu'ils seraient collés, parce que le président Talon a leur jeune frère. Et quand ils vont aller vers lui, je suis sûr que ils peuvent lui dire toute sorte de vérité, il va rester à les écouter, sans doute. Bref, c'est une manière de caricaturer. Mais je pense que s'il y a des initiatives à prendre, le président Talon a pris les siennes. Je souhaiterais que le président Soglo et Yahi essayent de faire un minimum d'efforts dans le sens, au lieu de jouer encore au matamor. Je ne pense pas que ce soit le temps de jouer à ce jeu. Le nombre de fois où vous avez dit le mot temps, comme pour rappeler effectivement le fait que le temps échappe à toutes nos volontés, parce que on n'a que cet instant qui nous appartient. Voilà. Après le reste relève du philosophe. Et puis savoir que c'est l'instant, c'est le moment de voir la naissance d'une fibre patriotique qui nous permette notamment de transcender à la fois nos contradictions internes, mais surtout nos difficultés qui peuvent nous opposer à nos voisins. Amis téléspectateurs, merci de votre fidélité d'aujourd'hui, de tous les jours et de celle que vous allez nous accorder dimanche prochain.